Bonsoir à tous et bienvenue sur Comprendre l'Afrique. Ravi de vous retrouver pour relancer nos séries d'interviews. Nous aurons le plaisir donc ce soir de recevoir, comme annoncé à l'affiche, le docteur Hamzat Boukari Yabara, historien, docteur en histoire qui a commis plusieurs livres. D'abord en 2013, Nigeria, sur le Nigeria, le Mali en 2014, Africa Unite ici, en 2017, voilà, et en 2018, un livre très intéressant sur Walter Rodney, très peu connu d'ailleurs, qu'il faudrait que les gens découvrent parce que le parcours fort intéressant de ce personnage va vous révéler plein de choses. En 2021, un fondamental, un ouvrage collectif ici, L'Empire qui ne veut pas mourir, une histoire de la France-Afrique, où évidemment vous avez là consigné toute la longue histoire de la France-Afrique, détaillée avec beaucoup d'anecdotes, et donc un fondamental, un classique pour vraiment avoir comme livre de chevet, si on veut creuser tous les détails de cette longue histoire, très compliqué, avec des guerres, des pillages, du racisme, des coups d'État, de la corruption, des assassinats. Si vous voulez découvrir vraiment tous ces détails-là, je vous conseille absolument, absolument L'Empire qui ne veut pas mourir. Maintenant, tout militant, toute personne d'origine africaine et bien au-delà qui s'intéresse au continent et à toute sa diaspora, doit effectivement lire ce livre-là qui est une référence sur l'histoire du panafricanisme et de tous les mouvements qui sont de loin ou de près liés à la question du panafricanisme et des mouvements de liberté de manière générale du monde noir. Voilà, donc Africa Unite, on en parlera avec mon invité ce soir. Merci à tous. Je fais quelques salutations rapides et on va pouvoir démarrer. Je vais faire monter sur le panel mon invité pour qu'on puisse aborder cette interview. Alors, juste, je vois PM qui est là. Salut PM. Je vois Arawelo 2.0. Salut Arawelo. Oba Omowale. Otep Oba Omowale. J'ai Mopaya, Otep Mopaya. J'ai Sandra Trevic, salut Sandra, JM, salut JM, Kagoma Aigle, et puis Lao Amani Renas, Gilles Armand, Sokobu. Ravi. N'oubliez pas de liker quand vous arrivez, on va pouvoir démarrer. N'oubliez pas de liker. Très bien les amis. Apollo 75, salut. Berthe Leleka, salut. Edge Fond, salut également. Voilà, ravi de vous retrouver les amis. Likez, vous êtes à peu près une bonne trentaine sur YouTube et ça augmente, et également sur Facebook. Donc likez quand vous arrivez, si vous pouvez partagez, parce que le live va être intéressant. Ok Sandra Trevic, très bien. Likez, merci. Voilà, donc on va pouvoir démarrer notre sujet qui va se dérouler en deux phases, on va dire une première phase liée un peu plus à l'actualité, essayer de comprendre rapidement cette longue, entre guillemets, chute de l'Empire français en Afrique, c'est encore en cours, ça se discute, ça se négocie, et puis en deuxième partie, on va se poser la question, est-ce qu'à partir de cette chute, entre guillemets, il y aura des volontés de relancer un mouvement panafricain de type solidarité des luttes comme on a connu dans les années 60 lors des indépendances. Voilà. Donc, je vais accueillir mon invité pour qu'on puisse démarrer. Et voilà. Bonsoir, docteur Hamzat Boukari. Bienvenue sur Comprendre l'Afrique, ravi de vous recevoir évidemment, merci pour votre temps, parce que ça faisait longtemps que je voulais avoir un échange avec vous, parce que j'ai eu à vous croiser déjà sur plusieurs conférences et plus récemment sur un live de African Chronicle, Jimmy, qu'on salue,
Et donc voilà, je vous laisse 2 minutes vous présenter, simplement pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, et peut-être parler de votre parcours aussi et un peu vos projets en ce moment. Oui, merci. Donc, bonsoir. Je suis Hamzat Boukari Yabara. J'ai 41 ans. Je suis né au Bénin, à Cotonou, de mère martiniquaise. Je suis historien. J'ai également une formation en sciences sociales, en philosophie et en droit, enfin, une formation de juriste également. Euh, je, je travaille sur les questions panafricaines depuis 15-20 ans. J'ai d'abord travaillé sur le Brésil. Donc, à la base, je suis un spécialiste du Brésil. Il y a très peu de gens qui le savent, mais c'est quand même ça à la base, ma spécialité Un première. lien avec le Bénin, ou pourquoi le Brésil Parce que bon, déjà, c'est le premier pays africain en oui, dehors en de termes l'Afrique, de… on va dire. Ouais. Et puis aussi, il y a une politique du XXe siècle qui m'a beaucoup intéressé. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire politique brésilienne au XXe siècle. Qui est assez passionnante et éclairante sur beaucoup de choses, en termes de développement, en termes de gestion de ce qu'on appelle la démocratie. Et puis, j'ai aussi beaucoup travaillé sur la question des religions, mais du point de vue des sciences sociales. Donc, j'ai une approche assez critique du sujet. Mhm. Je suis également militant, donc président de la Ligue panafricaine Moja, dont je suis membre depuis à peu près 10 ans. Auteur de plusieurs ouvrages, de plusieurs essais, de plusieurs rapports également qui sont parfois utilisés dans certains contextes politiques africains. Mhm. Voilà, donc je suis plutôt quelqu'un, même si je suis relativement une personnalité publique, je suis plutôt quelqu'un de l'ombre, mais présent dans énormément de réseaux et de connexions, mais je préfère rester relativement discret sur ce que je fais parce que je pense que la qualité du travail nécessite parfois de prendre du recul par rapport à l'agitation des réseaux sociaux. C'est pour ça que je ne suis pas de ceux qui font des lives et qui interviennent beaucoup sur l'actualité en tant que telle, mais je travaille Absolument. vraiment sur ces sujets-là de manière assez concrète Oui. et on va dire structurelle. Voilà. Très bien, non, mais c'est excellent, parce que justement, le piège et la tentation de la surexposition, effectivement, de nos jours, est là, et c'est ce qui, parfois, cause un peu de tort au travail de fond, on va dire. Euh, et donc, moi, ravi de vous recevoir, hein, vraiment, parce que j'aurais idéalement voulu avoir encore plus de temps, mais on va faire au mieux dans le temps qui nous est imparti. J'aimerais d'abord peut-être que vous nous brossiez rapidement, vous, comment vous ressentez l'actualité, parce que à la lumière de cet ouvrage, justement, sur l'Empire qui ne veut pas mourir, aujourd'hui, quand on regarde la situation, on peut au moins dire depuis 1994, avec la situation du Rwanda, le génocide, etc., on a senti déjà qu'il y avait comme quelque chose qui ne tournait plus totalement comme il faut dans l'appareil de l'Empire français euh, en Afrique. Et donc, comment vous lisez? Est-ce que vous voyez déjà venir des signes depuis quelques années, ou comment vous pensiez que ça allait se passer entre la rupture en Centrafrique, qui se poursuit par la suite au Mali, et puis aujourd'hui au Burkina Faso? Écoutez, moi je pense que quand quelqu'un fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'enterrer. Et j'ai plutôt le sentiment que la France est dans une logique d'enterrer la France-Afrique en surjouant justement sur le rejet comment dire, qu'elle suscite, en se victimisant parce qu'on est quand même sur la logique d'un rejet de la France, d'un sentiment anti-français. Euh, donc on est vraiment, je dirais, dans un retournement de situation à la fois sémantique, dans un renversement du regard et dans une forme de recolonisation globale du continent africain qui passe par d'autres acteurs, par d'autres voies, par d'autres, comment dire, par d'autres médiums dans lesquels la France reste toujours présente. C'est-à-dire qu'il reste un soft power français qui est réel. Il reste évidemment des bases militaires françaises, une présence militaire française qui est réelle.
Il reste un certain nombre de bastions de la France-Afrique qui sont réels, c'est-à-dire qu'en tant que tels, ni le Mali ni le Burkina ne sont réellement des bastions historiques de la France-Afrique. Ce sont des places qui ont connu quand même une expérience panafricaniste. Oui. Donc les gros morceaux, notamment au niveau de l'Afrique centrale, sont quand même encore solidement enracinés. Et j'ai le sentiment qu'on est dans une période où l'armature de la France-Afrique est en train de se retirer progressivement pour laisser du béton armé qui reste encore coulé dans les souterrains du continent africain. Donc, pour moi, on est vraiment dans des tours de passe-passe, c'est-à-dire qu'on sort un peu des approches, je dirais, frontales pour revenir sur du soft power, d'où, par exemple, le détour sur la question de la francophonie. Oui. Lorsque Macron dit que la langue de la francophonie, que la langue du panafricanisme, c'est la francophonie, on voit bien qu'il y a aussi une volonté de décrédibiliser certaines formes de contestation, de mouvements populaires de rejet de la France. Et là aussi, on est aussi dans comment dire, dans des approches assez psychologisantes. Donc pour moi, on est dans quelque chose qui est assez trouble et qui parfois peut ressembler à des pièges. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand quelqu'un fait semblant de mourir, eh bien, il faut faire semblant de l'enterrer. Et j'ai plutôt l'impression que la France-Afrique est dans cette logique, faire croire qu'elle est en train de mourir, et donc mettre l'accent justement sur les Russes, les Chinois, les Turcs, etc. Alors qu'en réalité, elle est bel et bien encore présente, mais à d'autres niveaux. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans tout ça, moi je l'observe parce que on parle un peu des États-Unis par exemple aussi, qui est elles aussi qui sont bien présents également. Est-ce que au niveau, parce que si la France aujourd'hui perd sur la public diplomatie, pour parler un peu anglais, on va dire, est-ce que elle va essayer ou en tout cas de s'arc-bouter sur les piliers, les pays qui sont vraiment piliers de tout le système, de toute l'architecture du système, sans que finalement il y ait contagion au niveau des masses, entre guillemets? La position historique de la France, c'est de s'appuyer effectivement sur des régimes forts qu'elle entretient à N'Djamena, à Yaoundé, à Libreville, à Brazzaville, à Abidjan, en partie aussi à Dakar et dans quelques autres capitales, on va dire, de second plan par rapport à ses intérêts stratégiques. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui demeure aujourd'hui. C'est des liens d'allégeance qui font que les présidents africains se succèdent sur le perron de l'Élysée en catimini. C'est également des tutelles économiques et monétaires qui vont au-delà du seul franc CFA et qui ne sont pas aujourd'hui remises en cause. Donc il y a quand même un ensemble, je dirais, de mécanismes structurants, la coopération, l'AFD qui est en train de se renouveler, qui montrent que la France continue d'assumer, je dirais, sa vocation néocoloniale et qu'elle n'a pas forcément vocation à se réaligner derrière les États-Unis parce qu'elle défend aussi ses propres intérêts, défend son précaré, qu'elle élargit progressivement à d'autres espaces, dans le contexte notamment comment dire, de la mondialisation et surtout d'une redéfinition, je pense, des rapports géopolitiques ou des équilibres géostratégiques sur le continent africain. Donc c'est une des particularités à souligner. Le rôle notamment d'un pays comme le Ghana, dans tout ce qui se passe au niveau de la CEDEAO, parce que le Ghana est très intéressé par la question de l'éco, et donc le Ghana est devenu par exemple un point stratégique pour la France à l'intérieur de la CEDEAO, parce que le Ghana a toujours été en rivalité avec le Nigeria, et que la grande concurrence en Afrique de l'Ouest, c'est entre Abidjan et Abuja. Et donc, comme la France soutient la Côte d'Ivoire avec l'appui du Ghana, eh bien, on est en train d'avoir un attelage assez particulier. Donc, on est quand même sur des lignes comment dire, de construction assez particulières. Et puis au niveau même de Paris, parce que la France-Afrique part de Paris, il faut quand même le rappeler, on a quand même un système qui est à la fois rouillé et verrouillé au niveau de l'Élysée et sur lequel les dimensions démocratiques sont je dirais, sont très faibles. Ce n'est pas une question qui passionne spécifiquement l'opinion publique française. Lorsque l'armée française tire sur des civils ou des jeunes désarmés en Côte d'Ivoire ou au Niger, ça ne choque personne en France.
Mm. Donc, on voit bien que cette question-là, finalement, elle est assez secondaire. Mais elle a un autre versant qui est la question migratoire, Mm. puisque je suis de ceux qui pensent qu'une grande partie de la politique france-africaine est liée à la question migratoire, que cela soit au niveau du Mali, que cela Mm. soit au niveau de Mayotte, que cela soit au moment de la guerre de Libye. Et là, de ce point de vue-là, il faut aussi inscrire la position française dans un cadre européen plutôt qu'atlantiste. Et ce cadre européen, il est, je pense aussi, ancien, puisque en parallèle de la France-Afrique, on évoque notamment la question de l'Eurafrique et Oui. de la manière dont les mécanismes, les dispositifs de la France-Afrique profitent également à l'Italie, qui a beau dénoncer le franc CFA, mais qui en profite et en bénéficie, même si elle est évidemment en dissidence au niveau de la politique européenne avec l'Allemagne et sur la gestion notamment de l'euro, et serait intéressée par une sortie de l'euro, Mm. ou d'autres pays qui ont également, je dirais, des intérêts dans cette situation-là. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, vous pensez que parce que autant cette forme, entre guillemets, d'organisation de la France-Afrique, etc., qui est totalement antidémocratique, pouvait se faire peut-être beaucoup plus facilement à l'époque où finalement l'information ne circulait pas autant, parce qu'il y a peut-être une minorité des gens informés qui étaient bien au fait des choses, peut-être, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la circulation de l'information en masse et les jeunes qui sont de manière vraiment très populaire, politisés, même si ce n'est pas à des niveaux, mais ils comprennent au moins les grands mécanismes. Est-ce qu'un fonctionnement de ce type à s'arc-bouter sur quelques régimes sans vraiment totalement revoir l'approche de la France pourrait tenir dans ce cadre-là? Je pense que la question de l'information, la question du secret, la question du scandale est quelque chose qui a beaucoup caractérisé la France-Afrique, mais il faut bien comprendre qu'elle a deux volets, et c'est ce qu'on montre dans notre ouvrage. Il y a évidemment tout le volet, je dirais, un peu sulfureux, mystérieux, la franc-maçonnerie, etc., tout ça. Mais il y a surtout, en fait, une politique africaine qui est fondamentalement assumée par la France. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes, des institutions qui, matin, midi, soir, réfléchissent à comment garder le contrôle, comment préserver les intérêts stratégiques français en Afrique, comment maîtriser les risques qui sont liés aux revendications africaines. Et j'ai plutôt le sentiment que ce mécanisme-là, euh, qu'il soit visibilisé ou pas, continue de faire son travail. Après, la réception, la perception de la part de l'opinion publique africaine a évidemment changé du fait des réseaux sociaux, du fait également, je dirais, comment dire, d'une certaine conscientisation, un travail de conscientisation qui a été mené à plusieurs niveaux. Donc aujourd'hui, il me semble plus difficile, je dirais, comment dire, euh, de mettre en place ce type de système-là tel qu'il a été mis en place à l'époque. Et c'est en cela qu'il y a une nécessité de changement, nécessité d'évolution, de réforme ou d'abolition de ce système-là. Et c'est un peu tous les enjeux des luttes actuelles qui sont à la base quand même des luttes politiques, mais dont on voit bien qu'à la tête des États africains, il y a très peu de volonté politique de tenter le bras de fer avec l'ancienne puissance coloniale. Et c'est en cela que les circonstances du Mali ou du Burkina sont assez particulières et permettent évidemment d'interroger, je dirais, les possibilités de brèche ou de rupture de ce système. Comment vous pouvez interpréter, vous, la situation, ce qu'on observe dans un terrain qui assez particulier, qui est l'Afrique centrale entre le Rwanda, la RDC, et comment vous interprétez, parce qu'on observe un peu comme une espèce de revirement diplomatique ou de renversement diplomatique à la faveur plutôt de la RDC ces derniers temps. Alors peut-être qu'il ne faut pas trop s'avancer, on ne sait jamais, mais c'est un peu ce qu'on observe avec récemment le déplacement même du pape et tout ça. Qu'est-ce que tout ça vous évoque finalement au niveau de l'Afrique centrale et également le cas de la Centrafrique, Bangui, qui n'est jamais vraiment totalement entré finalement en résistance frontale, un peu comme le Mali, parce que on a vu que Bangui a été invité à Washington,
au sommet Afrique, USA-Afrique. Donc, qu'est-ce que tout ça vous évoque pour la partie Afrique centrale? Je dirais que la partie de l'Afrique centrale, déjà, a une expérience beaucoup plus ancienne de ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire que la présence néo-impérialiste de l'ONU date depuis l'indépendance même de la RDC. Oui. Donc, on est dans un contexte où il y a davantage, je dirais, d'acteurs et de jeux différents qui se croisent, des logiques d'alliance qui sont beaucoup plus fortes en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest, qui datent notamment de la période de la guerre froide avec tous les enjeux au niveau de l'Afrique australe et tous les basculements qu'il peut y avoir au niveau de la région des Grands Lacs. On est également dans une zone où les intérêts stratégiques sont beaucoup plus importants qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il y a la question du pétrole, des minerais stratégiques, etc. Donc, je dirais qu'on est sur un jeu d'échecs qui est beaucoup plus complexe, beaucoup moins maîtrisé également par la France, du fait, je dirais, des inimitiés qu'elle entretient avec un certain nombre de régimes en place dans cette région-là, et aussi de ses choix qui ont parfois été des choix erronés et de son alignement ou de sa dissidence vis-à-vis justement de la politique américaine, qu'elle soit menée par les démocrates ou les républicains au niveau de cette région-là. Donc il y a, je dirais, une position assez particulière. Bon, tout le monde sait qu'historiquement, l'ambassade de France à Brazzaville est tournée vers la RDC, essaie d'espionner ce qui se passe en RDC, qu'il y a ce fameux séminaire du fleuve entre l'ambassadeur de France à Brazzaville et celui à Kinshasa pour que la France essaie de mieux comprendre un peu la situation de la RDC. On a évidemment le contentieux avec le Rwanda, oui. Et donc la manière dont on est passé par les questions mémorielles, que cela soit pour le Rwanda ou le Cameroun, pour tenter de revenir, notamment en tant qu'acteur économique ou en tant que partenaire politique ou géostratégique dans la région. Et puis aussi, on a le rôle des différents investisseurs et multinationales qui sont présents dans la région. Donc, dans le cas de la Centrafrique, ça a été la question, donc évidemment, de l'uranium et du bois et du diamant pour le volet un peu plus scandaleux de la France-Afrique. Oui. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des zones où la position française est moins hégémonique qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, du fait que les différents enjeux et les facteurs échappent en partie à la seule géopolitique française. Très bien. Et est-ce que vous pensez qu'au niveau, par contre, de la France, est-ce qu'ils font semblant de ne pas comprendre ou comment expliquer, par exemple, des sorties comme ce que Macron a fait à la suite de la mort au Tchad du président Déby, par exemple? Est-ce que c'est vraiment plutôt une espèce d'assurance, de suffisance, l'impression d'être en terrain totalement conquis, ou est-ce que c'est une incompréhension, c'est tout simplement? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Pour Macron, il est en terrain conquis, c'est-à-dire que le Tchad a toujours été, comment dire, un porte-avions militaire de la France. Donc, il est en terrain conquis. Il y a, je dirais, un territoire qui n'a pas été décolonisé. Et donc, c'est un premier élément à souligner. Il y a cette dimension d'être en terrain conquis. Deuxièmement, il y a de la part de la France une volonté de préserver au plus près ses intérêts stratégiques, de préserver une stabilité qui est présentée souvent comme étant celle de l'Europe, et donc de continuer à endosser ce fameux statut de gendarme de l'Afrique tout en essayant d'amener d'autres forces européennes sur le terrain. Ça a été un échec au Mali avec l'histoire de Takuba et donc le retrait de la France avec l'alibi de Wagner, parce que pour moi, Wagner est vraiment un alibi. Au niveau du Tchad, je pense qu'il y a des enjeux peut-être plus importants encore, parce qu'en fait, le Tchad est vraiment le pilier du système de défense français dans la région. Et enfin, pour ce qui est, je dirais, par exemple, du déplacement à Abidjan pour annoncer la fin du franc CFA, c'est un déplacement en soi qui est fondamentalement colonial et qui est contradictoire avec le discours de Ouagadougou de 2017, où Macron avait dit que c'est aux présidents africains de gérer la question du franc CFA, c'est leur problème. Mais on voit bien qu'il a fallu que ce soit le président français qui vienne à Abidjan pour annoncer la fin de la chose. Et donc, il se dédie constamment de ces affirmations selon lesquelles la France n'est plus dans des relations de dépendance asymétrique ou néocoloniale vis-à-vis de ses anciennes colonies.
C'est lui qui maîtrise l'agenda, qui maîtrise le timing, qui maîtrise, je dirais, la mise en scène, jusqu'au nouveau sommet Afrique-France à Montpellier, dont on sait qu'il était une vaste pièce de théâtre avec une répétition des jeunes de la société civile qui avaient été cooptés. Donc il y a vraiment, je dirais, un sentiment de toute puissance qui demeure en dépit des échecs, en dépit des reculs, en dépit, je dirais, des réalités dont il a parfaitement conscience, puisque lui-même a fait une conférence il y a 2-3 ans devant les ambassadeurs où il disait que le temps de l'hégémonie occidentale est terminé, il y a de nouveaux acteurs, etc. Tout ça. Donc ils sont parfaitement conscients de cette situation. Et c'est pour ça que j'ai voulu introduire l'intervention par le fait que lorsque la France-Afrique fait semblant de mourir, il faut faire semblant de l'enterrer. Et là, pour moi, on est dans des formes de ruse qui font croire que les choses sont en fait en train de bouger et d'évoluer, qui sont, je dirais, je ne vais pas dire des ouvertures piégées, mais qui interpellent d'une certaine manière sur la suite des opérations. Donc, ça veut dire que la suite des choses et comment déplacer les pions va être quelque chose de crucial pour essayer vraiment de gagner un peu d'espace de liberté, finalement, contrairement à l'effet un peu spectaculaire de certaines choses qu'on peut voir. Si on doit parler un peu aussi d'une autre stratégie qui se passe, parce qu'on a vu depuis Macron quand même beaucoup, on va dire, d'empiètement sur des zones qui n'étaient peut-être pas traditionnellement sous l'influence française. Vous avez parlé tout à l'heure du Ghana. On peut évoquer quand même aussi l'Angola et quelques pays comme ça. Il y a eu même des tentatives avec le Kenya. Quel est l'objectif finalement de cette espèce de déplacement de zone d'influence? Est-ce que c'est pour étendre ou est-ce que c'est pour essayer de compenser finalement ce qu'on peut perdre d'un côté? En fait, la France est une puissance coloniale jusqu'à nos jours et qui n'a jamais cessé de vouloir élargir son précaré historique. On peut rappeler la guerre du Biafra pour tenter de diviser le Nigeria et récupérer un État pétrolier. Le Zaïre, Congo, n'est pas une ancienne colonie française, mais la France s'y a imposée auprès de Mobutu à une certaine époque. La question également, évidemment, du Rwanda, du Burundi, la Guinée équatoriale. Donc, il y a, je dirais, ou la Guinée-Bissau, qui sont deux pays qui ne sont pas des anciennes colonies françaises, mais qui sont dans le franc CFA. Les liens avec l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid, qui étaient aussi en lien avec la question de l'Angola. Donc, il y a en fait une géopolitique aussi des multinationales, notamment du pétrole et des différentes… Comme en Mozambique, il y a quelque temps. Exactement, donc bon, Total et d'autres, qui font que l'État français, la diplomatie française est présente sur le volet notamment économique. Alors, la particularité, c'est que dans ces pays, on a des rapports qui sont, je ne vais pas dire d'égal à égal, mais qui sont décomplexés. Voilà, c'est-à-dire que l'envoyé français n'est pas accueilli par le chef d'État local, il est accueilli par son équivalent, voire parfois même par quelqu'un qui lui est même, entre guillemets, statutairement inférieur. Donc, il n'y a pas la même, comment dire, préséance. La France se trouve en compétition avec d'autres acteurs économiques. Elle tente d'exporter donc son savoir-faire technique ou technologique sur des éléments très précis, notamment la question de l'uranium et de l'énergie, puisque c'est ça qui fait un peu la spécificité du savoir-faire français. Les Russes, c'est l'armement, les Français, c'est plutôt l'énergie. Elle est aussi présente dans tout ce qui relève de la logistique et de l'équipement. Donc, elle est en quête de marché, comme d'autres acteurs, et elle cherche à élargir effectivement son précaré historique. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Encore une fois, je pense que c'est important de souligner que ça ne date pas d'aujourd'hui. La présence au Kenya ou au Mozambique ou en Angola ne date pas d'aujourd'hui. Elle est liée vraiment à la question des ressources stratégiques dans ces pays-là. Et comment vous voyez, par exemple, l'évolution aujourd'hui au Burkina? Parce que je pense que on assiste vraiment à une population qui, je dirais même plus que le Mali, sous certains aspects, parce qu'il y a l'héritage Sankara, évidemment, une population qui est très politisée et qui a vraiment à cœur de mener une transition. Mais en même temps, on voit que finalement, la question djihadiste se déplace
de plus en plus vers le Burkina, contrairement au Mali qui semble souffler un petit peu. Est-ce que finalement ce constat-là ne va pas pousser, entre guillemets, les deux pays qui sont enclavés à coûte que coûte s'unir peut-être pour faire face justement à ces difficultés-là? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas, comme dans les années 60, une Algérie qui est peut-être très en avant sur le support, etc. Je pense qu'on a une Algérie aujourd'hui qui a une politique un peu plus timide dans ce sens-là. Donc, deux pays enclavés de cette manière, faisant face à cette question djihadiste, finalement, est-ce qu'ils ne sont pas condamnés à s'unir pour essayer de survivre? Ce qui est certain, c'est que sur la question de la sécurité, c'est un b.a.-ba du panafricanisme. Il faut mettre en place des armées fédérales ou une armée continentale pour gérer justement ce type de conflit. Puis surtout, il faut travailler le renseignement, il faut travailler l'information, la surveillance, l'anticipation de ces éléments-là et les lier à d'autres facteurs économiques, écologiques, sociaux, identitaires qui sont très importants. Lorsque vous avez deux pays voisins qui sont confrontés à la même difficulté, la logique, c'est effectivement qu'ils se mettent ensemble pour la contrer et qu'ils définissent une politique sécuritaire sur laquelle ils sont d'accord pour avancer en commun. Maintenant, il y a d'autres pays africains qui, eux, ont géré ces questions-là avec vraiment une souveraineté affirmée. C'est le cas, par exemple, du Nigeria. Voilà, le Nigeria a estimé que les armées voisines n'avaient pas à s'installer sur son territoire pour gérer la question de Boko Haram. Ça crée parfois un peu de tension avec le Cameroun et le Tchad, mais le Nigeria tenait vraiment à avoir sa souveraineté. Et l'état-major qui était basé à Abuja était déplacé à Maïdougouri, c'est-à-dire à l'épicentre de la crise pour gérer ce problème-là. Et donc pour moi, il y aura forcément une nécessité de replacer, je dirais, le centre de commandement, le centre de décision, là où il doit être situé. Il y a la fameuse question de la zone des trois frontières qui, je dirais, est un enjeu très particulier et qui aussi interroge le timing à partir duquel la situation au Niger va également évoluer. Sachant que le Niger est quand même la grande base de drones américains, c'est quand même l'un des cœurs stratégiques de tout ce qui se passe au niveau donc, du Sahel. C'est aussi en lien avec la question de l'outil sécuritaire pour gérer la question migratoire, qui, selon moi, est vraiment l'un des enjeux les plus structurants de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Sahel. Donc pour moi, le Burkina Faso et le Mali ont effectivement vocation, je dirais, au moins à échanger du renseignement et de l'information. J'espère qu'ils le font déjà, et surtout à, comment dire, coordonner leur politique sécuritaire et leur diplomatie. Maintenant, les expériences ne sont pas tout à fait, sont différentes. Le peuple burkinabé a frappé un très grand coup en virant Blaise Compaoré, qui était quand même le baron de la France-Afrique et celui qui faisait un peu la pluie et le beau temps et l'assassin de Thomas Sankara. Donc c'est quand même quelque chose de très significatif, une insurrection populaire. Maintenant, depuis cette période-là, effectivement, la question de l'insécurité, la question du djihadisme, du terrorisme est apparue et soulève des questions évidemment sur le rôle très connu de déstabilisation que tenait Blaise Compaoré dans la sous-région. Donc il y a un certain nombre de questions qui se posent. Au niveau du Mali, c'est la figure de Iyad El-Ghali qui se pose, ses liens avec l'Algérie ou avec différents groupes. Donc on a, je dirais, des profils, des situations, des sociologies identifiées. Et puis au Mali, l'expérience de Modibo Keïta, qui est quand même une expérience de rupture et de souveraineté précoce, qui a chassé l'armée française du Mali au début des années 60, qui est sortie du franc CFA par la mise en place du franc malien, dont la parité à l'époque avec le franc CFA était de 1 franc malien égale 1 franc CFA. Donc il y a quand même, je dirais, des expériences communes ou individuelles que les deux pays pourraient mettre en commun, mais en même temps, l'expérience, je dirais, de résistance ne doit pas se limiter à ces deux pays-là. Il y a beaucoup de choses à apprendre ici ou là et il faut voir dans quelle mesure la question sécuritaire ne va pas peut-être trop verrouiller ou bloquer des initiatives peut-être plus progressistes sur le plan panafricain. Au niveau de ces deux pays, je parlais de l'enclavement.
est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui pose moins problème parce que, autant que je me souvienne, hein, au temps des luttes d'indépendance, bon, avec l'URSS, le soutien chinois, etc., et Cuba aussi, Cuba qui a beaucoup œuvré, on avait accès aux mers, les choses pouvaient circuler de l'Algérie, de la Tanzanie, etc., donc de l'Angola même, etc. Et est-ce qu'aujourd'hui, les deux pays enclavés de cette manière, avec une Algérie que je disais, vous avez bien souligné, le rôle assez trouble de quelques djihadistes du Nord qui font que peut-être, ça explique peut-être la timidité de l'Algérie à être vraiment un vrai support pour le Mali. La Guinée-Conakry qui peut éventuellement jouer ce rôle de déboucher vers la mer, etc. Comment, comment vous voyez la Guinée aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment une période d'hésitation? Est-ce que c'est totalement perdu et que ça reviendra à l'ordre ancien, habituel? Comment vous voyez ces deux pays, un peu l'Algérie, un peu la Guinée-Conakry? Je dirais que le cas de l'Algérie est assez particulier parce que c'est un pays qui a mené une indépendance, une guerre d'indépendance qui aurait dû être le modèle de pas mal d'autres indépendances, avec une dimension fratricide assez particulière, Oui. qui a réellement tenu à, comment dire, manifester sa souveraineté, qui a bénéficié du soutien du Mali de Modibo Keïta, puisque lorsque l'armée française est expulsée du Mali, c'est en solidarité avec les nationalistes algériens, puisque l'enjeu de la France à cette époque-là, c'était déjà de créer un État au niveau du Sahara qui aurait pris à revers en fait l'Algérie depuis le sud. Donc il y a une solidarité évidente entre l'Algérie et le Mali, qui ont tous les deux pris part dans ce mouvement des non-alignés, qui était dans le groupe de Casablanca, donc un groupe Oui. révolutionnaire sur le plan panafricaniste, Mhm. qui ont également des continuités identitaires, géoculturelles très particulières, Absolument. et qui aujourd'hui sont confrontés, je dirais, à des tours de passe-passe dans la mesure où la France se rapproche de l'Algérie, qui en même temps doit gérer la question du Sahara occidental et des relations avec le Maroc dans un jeu de donnant-donnant, et la France a besoin effectivement que l'Algérie se positionne différemment sur la question du Mali. Donc on est, je dirais, dans un jeu d'équilibre très particulier qui va s'accentuer puisque l'année 2024 devrait être marquée par une compétition assez forte enfin, l'année 2023 devrait être marquée par une forte compétition entre l'Algérie et le Maroc, puisque, a priori, l'année prochaine, la présidence de l'Union africaine devrait se jouer entre Alger et Rabat. C'est ça. Et c'est quelque chose qui est une immanence stratégique. Donc, il y a déjà ce premier élément. Ensuite, il y a l'élément qui est lié au fait que, généralement, les questions sécuritaires au niveau de l'Union africaine sont gérées par l'Algérie. C'est un peu la spécificité de l'Algérie, à porter la question sécuritaire. Et en même temps, ce pays a une expérience du djihadisme, une expérience de la guerre civile, une expérience des guérillas, et un certain nombre de groupes qui sont présents dans le Nord Mali ont des ramifications historiques avec les anciens groupes du JSPC, Al-Qaïda, l'AQMI, etc. Donc, du coup, il y a, je dirais, des enjeux très particuliers sur la question sécuritaire, au-delà de ce fameux accord d'Alger qui reste à être réapproprié peut-être par les Maliens et qui parfois est vu comme étant quelque chose décidé en dehors du Mali. Ouais. Voilà, donc une structure comme le G5 Sahel en soi n'avait pas de sens puisque c'est avec l'Algérie que les questions sécuritaires doivent se traiter en particulier. Maintenant, sur la Guinée, qui est une ouverture non pas vers l'espace méditerranéen, mais vers l'espace atlantique, la Guinée a aussi une tradition de rupture ancienne avec la France, hein, une indépendance prise en 58, Sékou Touré, dans un contexte d'union avec le Ghana, puis ensuite justement avec l'union Ghana-Guinée-Mali, avec déjà cette idée qu'on peut avoir une union de territoires qui ne sont pas contigus les uns les autres, à partir du moment où on développe un système de transport qui soit performant. Mais il se trouve que historiquement et économiquement, le débouché du Mali est plutôt vers le Sénégal, par le chemin de fer Dakar-Bamako. Et donc, du coup, lorsque le désenclavement du Mali se fait historiquement par le Sénégal.
D'où le fait que la question des sanctions de la CEDEAO concernant le Mali, la fermeture des frontières, etc., on a beaucoup justement insisté sur le fait que le Sénégal perdait finalement, se tirait une balle dans le pied. Au niveau du Burkina Faso, le Burkina Faso est un territoire que la colonisation a vidé de son sens en le rattachant tantôt à la Côte d'Ivoire, tantôt, je dirais, à l'ensemble ouest africain qui va vers le Sénégal. Oui. Et au moment de l'indépendance, il y a eu une bataille entre le Ghana et la Côte d'Ivoire pour justement contrôler les travailleurs burkinabés, la masse de travailleurs burkinabés dont les économies des pays littoraux avaient besoin. Donc il y a des dépendances entre les pays enclavés et les pays du littoral qui font qu'on est dans un équilibre de forces économiques qui est particulièrement intéressant et qui aussi doit nous amener peut-être à recentrer la géoéconomie de nos pays vers l'intérieur de notre continent. C'est-à-dire que les pays du littoral sont des pays qui fonctionnent sur des économies d'extraversion les plus totales. Oui. Ceux qui sont enclavés ont, je dirais, d'autres priorités. Et à tel point, par exemple, que sur les questions économiques et monétaires, il y a des travaux qui estiment qu'il faudrait plutôt deux zones monétaires différentes, une pour les pays enclavés et sahéliens, une pour les pays côtiers, parce que les systèmes économiques sont différents. Donc, ce sont tous ces enjeux-là, à mon sens, qui doivent être inclus dans les approches. Les pays du littoral, par exemple, vont se poser la question de la piraterie maritime, que ne se posent pas les pays enclavés qui ont d'autres enjeux. La transhumance va concerner notamment les pays enclavés, donc la question des Touaregs, des Peuls, etc., tout ça, alors que les pays littoraux ont d'autres enjeux. Donc on est, je dirais, dans des géopolitiques qui se répondent, qu'on ne peut dissocier les unes des autres, et c'est ça qui nous amène à dire qu'il nous faut vraiment remettre en avant la notion d'un État fédéral, au moins au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Excellent. Tout à l'heure, je parlais de la réunion que vous organisez et ça me fait penser à un petit pays qui est la Guinée-Bissau, justement, qui est redevenu un pays très dynamique dans les différentes discussions. Le nouveau président, on le voit très volontaire à beaucoup de réunions et c'était une importance que, de mémoire comme ça, la Guinée-Bissau n'avait pas il y a encore quelques décennies. Comment vous lisez cette nouvelle importance que le pays prend? Je ne parle pas de la phase, et on en parlera, de la phase Cabral, etc., où là, vraiment, on était dans un mouvement très, très important au niveau des luttes des libertés, des indépendances de manière générale. Mais je parle de la phase où la Guinée-Bissau a un peu disparu de la scène et puis réapparaît à nouveau de manière assez affichée. Comment vous lisez ça? Alors, la Guinée-Bissau, bon, déjà, on est sur un pays qui a une indépendance un peu plus tardive, donc au milieu des années 70, qui effectivement n'avait pas développé de réelles relations avec la France. Donc, c'est une ancienne colonie portugaise qui s'inscrit néanmoins dans un environnement géopolitique assez francophile. Oui. Donc ça, c'est un premier élément. Puis on a des populations qui sont les mêmes que l'on retrouve dans les pays voisins, au niveau du Sénégal, la Casamance, la Sierra Leone, etc. L'intérêt aujourd'hui de la Guinée-Bissau pour la France, donc d'une part, ça a été un peu la caution pour expliquer que le franc CFA n'est pas une monnaie coloniale, puisque on a une ancienne colonie portugaise qui a rejoint donc les pays de la zone franc, donc c'est que c'est une monnaie qui est intéressante au-delà de son stigmate colonial. Donc là aussi, il faut se poser quand même un certain nombre de questions, avec le parallèle sur la Guinée équatoriale. Ensuite, il y a eu des enjeux, je dirais, sur les questions plutôt sécuritaires liées au fait que la Guinée-Bissau est perçue comme étant à la fois un pré-État failli, narcotrafiquant. Donc, du coup, on a un intérêt, un focus qui a été mis sur ce pays, sur la question justement comment dire, de la traçabilité des stupéfiants, des drogues et des différents trafics qui circulent entre l'Amérique du Sud et l'Europe, donc via cet État-là. Et effectivement, ensuite, une période d'instabilité. Donc, le pays a connu quand même pas mal d'instabilité politique, pas mal de crises politiques, au contraire de son
un ancien comment dire, pays écolier qui était le Cap-Vert. Oui. Et l'arrivée donc de Embalo Sissoko, bon, dans des conditions assez particulières, assez contestées, s'inscrit aussi, je dirais, dans une géopolitique ouest-africaine où on a des dirigeants entre Macky Sall, entre bon, Alpha Condé à l'époque, qui ont aussi des différends parfois personnels. Oui, Et c'est oui. l'une des difficultés que l'on a, c'est que très souvent, on a des dirigeants qui utilisent leur pouvoir de chef d'État pour régler des différends personnels avec d'autres chefs d'État, sans mettre en avant l'intérêt de la nation et l'intérêt des peuples. Et souvent, cela passe par des logiques de déstabilisation qui ne sont pas anciennes. Tout le monde se souvient de la manière dont Omar Bongo avait notamment soutenu la tentative de coup d'État de Bob Denard contre Mathieu Kérékou. Et donc, vous imaginez que quand ces chefs d'État-là se retrouvent à des sommets de l'OUA, mais chacun est suspicieux sur ce qu'ils ont dans leur verre. Donc, Absolument. on crée, je dirais, des inimitiés, comment dire, des rivalités, des conflits très forts entre chefs d'État. Et nous avons des chefs d'État qui ont des égos parfois problématiques. Donc le cas de la Guinée-Bissau, c'est devenu un cas d'opportunité quand ce pays a pris la présidence tournante de la CEDEAO, voilà, qui est l'instance qui gère notamment la situation donc, au niveau du Mali actuellement, et qui est aussi le biais par lequel la France depuis quelques années, tente de passer à la fois donc au départ vis-à-vis du Nigeria, puisque le Nigeria est le poids lourd de la CEDEAO, Oui. ensuite vis-à-vis de la question monétaire en, comment dire, en supplantant l'écho de la CEDEAO par l'écho CFA, et enfin du point de vue de la question sécuritaire en se rapprochant de Bissau. Donc il y a eu dans la tournée de Macron cet été, cette étape assez comment dire, bananière en Guinée-Bissau, où on voit Macron en chemise avec Embalo Sissoko comme les meilleurs amis du monde, dans un déplacement, le premier d'un président français dans ce territoire-là, qui a été marqué, je crois, par l'annonce de l'ouverture d'un lycée français donc à Bissau, par un certain nombre de partenariats nouveaux avec Bissau, qui montrent bien la manière dont le soft power français comment dire, se développe et ne laisse, je dirais, aucun territoire à l'écart ni au hasard. Donc on est, je pense, dans des approches assez particulières et la Guinée-Bissau est un territoire, je pense, un peu plus stratégique qu'on ne le pense aujourd'hui. Très bien. On va continuer peut-être un tout petit peu justement sur les pays lusophones parce qu'on parlait tout à l'heure de Cabral. Est-ce qu'aujourd'hui, vu le contexte dans lequel on est aujourd'hui, est-il encore possible de voir des réseaux de solidarité panafricaine comme ce qu'on a pu constater entre Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Amilcar, et tout ça jusqu'à relier à Alger, et de l'autre côté, la ligne qui descend d'Alger, qui va jusqu'à Nyerere en Tanzanie, avec les connexions avec le ZANU de Mugabe dans les années 80, pendant les luttes pour la libération de la Rhodésie, pour accéder à l'indépendance dans les années 70, jusqu'à même en Namibie, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, des réseaux denses comme ça peuvent se régénérer, ou est-ce que l'idéologie est un peu essoufflée et qu'il faut réinjecter un petit peu d'idéologie pour que les gens aient cette vision élargie des choses? Je pense que les réseaux existent encore. Après, ils sont très largement dilués ou fragilisés par le fait qu'on a quand même des logiques étatiques qui font que chacun réfléchit aujourd'hui par rapport à ses intérêts nationaux. Oui. On est quand même dans des logiques où on défend les intérêts de son État avant tout, sans avoir nécessairement de vision globale. Et la vision globale, elle est construite de l'extérieur par les prédateurs qui ont chacun leur plan panafricain, qui ont chacun leur idée de comment ils comptent se réexploiter ou se repartager le continent africain. Donc, à mon sens, il y aura, je pense, comment dire, des différents niveaux d'organisation. Il y a des États africains qui vont se mettre ensemble pour créer des groupes. Donc, au début de l'année 2022, on a notamment eu le G4 qui a été mis en place entre l'Algérie, l'Éthiopie, le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui pour moi est sans doute le carré de pays qui sont les plus intéressants
en termes de perspective, en termes de lutte à la fois interne et géopolitique. On a après les pays qui ne sont pas des puissances en tant que telles, mais qui ont, je dirais, des liens entre elles. Donc, ça va être les axes entre le Maroc, le Gabon, le Rwanda, par exemple, qui ont aussi, je dirais, des intérêts liés entre eux, et le Sénégal, Mhm. euh, et qui, je dirais, transcendent à la fois la géographie et les anciens héritages coloniaux. Mhm. Après, on a des pays qui sont, je dirais aussi, sur des interfaces assez particulières, comme notamment l'Afrique du Sud, qui est à la fois dans les BRICS, qui est à la Mhm. fois l'une des portes d'entrée de l'Afrique au niveau du G20, Oui, et qui, en même temps, au niveau donc de la SADC, est en train, je dirais, de prendre, enfin, contrôle finalement cet espace-là. Mhm. Donc pour moi, il y a déjà la logique des États qui est très particulière, qui est en train d'évoluer. Ensuite, il y a la logique des organisations régionales, donc les fameuses 8 organisations régionales qui aujourd'hui n'est plus tellement tenable oui, et dont les deux points faibles sont la CEMAC, donc au niveau de l'Afrique centrale, et la fameuse Union du Maghreb arabe qui n'a jamais réellement fonctionné. oui, oui. Ce qui pose aussi la question de l'intégration, de la désintégration des liens entre le nord et le sud de l'Afrique. Mhm. Et ensuite, il y a la question des organisations de la société civile qui fonctionnent déjà en réseau, qui ont déjà des habitudes de rencontres, de conférences, d'échanges, qui ne datent pas de l'époque des réseaux sociaux, Mhm. et qui, à mon sens, vont se renforcer dans comment dire, dans les années qui viennent et qui vont repartir de l'avant. La difficulté, c'est de trouver, je dirais, les bons objectifs, les bons agendas et Mhm. les bonnes priorités. Voilà, Oui. donc il y a ce travail-là de mise en forme, ce travail d'agenda qui est à mettre en place, et aussi ce travail de pression et de lobbying. Et enfin, le dernier niveau, le travail de construction politique, Mhm. puisqu'il nous faut relancer aussi des dynamiques de partis politiques qui se positionnent très clairement sur la question du panafricanisme et qui en Mhm. font réellement, je dirais, leur ligne idéologique, leur doctrine, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas de ce que je vois aussi bien au niveau du Mali que du Burkina, parce que il faut bien comprendre qu'on est sur une transition Mhm. gérée par des militaires, Mhm. et je ne vois pas réellement dans la classe politique malienne ou burkinabé des dirigeants politiques se dire réellement panafricanistes. Donc Oui. ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut regarder, qu'il faut observer. Si ce Mhm. travail de politisation n'est pas fait, mais on risque quelque part de retomber sur des dirigeants politiques qui n'ont pas trop d'intérêt à penser la question du panafricanisme. Et l'organisation Umoja Ligue panafricaine dont vous êtes le président, vous faites ce travail-là au moins de s'implanter dans les différents pays. Comment vous sentez les retours, on va dire, au niveau des populations? Euh, Est-ce que c'est un souvenir un peu lointain qu'il faut activement réanimer, ou est-ce que les gens comprennent quand en écho positif direct quand vous évoquez ça? Écoutez, il y a différents niveaux, c'est-à-dire qu'il y a il y a un travail de terrain qui est à faire. C'est pas forcément un travail très médiatisé. Moi, je me souviens de conférences de Nicolas Agbou qui va dans les marchés africains pour expliquer aux vendeuses de beignets africains le franc CFA. Bon, il Mhm. n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de live qui le montre, mais c'est ce que nous faisons parce que c'est à ce niveau-là en fait qu'il faut agir. C'est vraiment sur le terrain et parfois accepter l'ingratitude de ce travail-là qui n'est pas forcément médiatisé, qui se fait hors caméra. Mhm. Mhm. Donc c'est un peu ce travail-là que nous faisons. Mhm. L'un des enjeux, c'est quand même de doter la jeunesse africaine d'outils de formation politique, économique, historique et méthodologique pour comprendre ces enjeux et pour être en mesure d'être en responsabilité. Mhm. Je crois que c'est l'un des plus grands défis qui se posent aujourd'hui. Nous devons former le plus grand nombre de jeunes parce que quel que soit le destin de ces jeunes, si nous en formons suffisamment, nous Mhm. savons que ceux qui accéderont aux positions de pouvoir auront été imprégnés par l'idéologie panafricaniste. Pourquoi Absolument. aujourd'hui nous voyons par exemple la Russie, la Turquie, la Chine, je dirais, prendre de l'avance et de l'influence en Afrique? Ben, c'est parce que ces pays-là ont des programmes de formation d'étudiants africains dans leur pays où on les forme à l'idéologie d'Atatürk, la Grande Russie, la Chine, etc. Et quand nos cerveaux africains brillamment formés reviennent sur le continent, ben, ils ont un versant pro-russe, pro-chinois, pro-turc.
Donc, nous, ce que nous voulons, c'est que ces jeunes-là soient aussi formés au panafricanisme pour que lorsqu'ils reviennent sur le continent et qu'ils occupent des positions exécutives, des positions de décision, ils aient aussi très clairement cette vision panafricaine dans leur conception des choses. Et dans l'idéal, c'est avant de partir se former à l'extérieur qu'il faudrait leur inculquer cette vision panafricaine. D'où le fait que l'un des enjeux structurants du panafricanisme se pose au niveau de l'éducation, au niveau de la base, parce que si le travail est fait à la base, eh bien, nous formons des jeunesses qui sont réellement incorruptibles et qui ne tombent pas non plus dans un panafricanisme, je dirais, frelaté. Voilà, je pense que l'un des modèles peut être le modèle cubain. Quand Oui, Cuba fait sa révolution, eh bien, ils ont misé sur l'éducation. Ils ont oui, compris l'importance de travailler l'éducation. Ils ont fait, par exemple, de leur système de santé un outil diplomatique. Donc, c'est à nous, je dirais, de faire de nos spécificités des outils diplomatiques. Voilà, nous avons énormément de médecins formés qui sont à l'extérieur, qui sont en France, etc. Ça, c'est un outil diplomatique. Donc, il faut repenser la formation de nos cerveaux, de nos élites, produire nos propres élites. Et c'est l'un des travaux, l'un des enjeux auxquels nous nous attelons. Après, nous avons d'autres volets qui sont plus dans la mise en place, effectivement, de structures politiques, dont l'établissement de réseaux diplomatiques qui s'appuient sur l'historique des luttes dont vous avez parlé précédemment, parce que nous pensons que le brasier n'est pas totalement éteint et que nous avons à gagner des expériences panafricanistes qui ont été menées dans l'histoire et à les réactiver par rapport à des enjeux contemporains. Donc, c'est en partie ce que nous faisons. Puis, nous avons d'autres activités de conscientisation, de mobilisation et également de réseautage. Est-ce que finalement, depuis au moins la chute du mur de Berlin et la fin du bloc URSS, est-ce que finalement c'est parce qu'il y a une espèce de confusion dans les idéologies, dans les grandes idéologies, qui fait qu'aujourd'hui, finalement, un jeune qui part en Chine, il ne va pas y trouver vraiment un vrai maoïsme, comme ça pouvait être le cas à l'époque de la conférence de Bandung, des non-alignés, etc., etc. Et le fait que les pays africains trouvaient là en Chine un modèle d'un pays qui s'en est sorti un peu tout seul et qui faisait que ça devenait plus modèle. Et puis, il y a la solidarité du fait de la condition même de coloniser d'avant, etc. Et aujourd'hui, finalement, est-ce que quand ces jeunes vont en Chine ou ailleurs, est-ce qu'ils se disent finalement, la Chine, c'est un peu une espèce d'autres économies aussi libérales dans une certaine manière, d'un capitalisme un peu d'État, etc. Et donc finalement, il n'y a pas une confusion actuellement qui fait que c'est difficile de créer des polarisations nettes. Et puis il y a la question de l'anti-impérialisme depuis Lénine, etc., et qui a été finalement le souffle aussi qui a activé beaucoup de feux de révolution sur le continent africain. Alors, la Chine a suivi sa propre trajectoire historique et stratégique depuis Mao et même bien avant. Donc, elle s'est trouvée comment dire, en lien, en solidarité avec les pays africains au moment des luttes d'indépendance. À l'époque où la Chine était entre guillemets un pays pauvre ou du tiers-monde, elle était en solidarité avec les pays africains. L'élément qui l'a fait basculer de l'autre côté, c'est évidemment l'acquisition de la puissance nucléaire. Je pense qu'il faut quand même le rappeler, c'est une puissance nucléaire, c'est une puissance démographique et c'est une puissance qui a toujours mis en avant le principe de la Chine unique. Donc cette notion de l'unité de la Chine, cette notion de l'union, c'est quelque chose sur lequel la Chine ne transige pas. Et petit à petit, elle a viré Taïwan du continent africain, État par État, en imposant un bras de fer à la fois économique, diplomatique et culturel, qui, je pense, mérite d'être analysé avec davantage de précision. Elle a aussi apporté des formes de solidarité dans la lutte, des formes de solidarité militante, tout en ayant aussi des formes de solidarité dissidente, puisque la Chine ne s'est jamais mise du côté de l'URSS dans le cas des conflits en Afrique, en raison du conflit sino-soviétique. Donc au niveau de l'Angola, la Chine ne soutenait pas les mêmes factions que l'URSS. Donc du coup, ça crée, je dirais, des formes d'interrogation qui sont liées au fait que, généralement, du point de vue africain, on ne maîtrise pas non plus l'histoire de la Chine, on ne maîtrise pas l'histoire de l'URSS, et par conséquent, on est parfois un peu perdu. On a l'impression que la Chine et l'URSS, c'est la même chose, la Chine et la Russie, c'est la même chose, mais ce n'est pas le cas.
La Chine, dès les années 80, dont la stratégie de Deng Xiaoping vise l'entrée à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est-à-dire que la Chine a toujours pensé son entrée dans le système capitaliste en position de force. Donc ce fameux capitalisme d'État, qui à partir de 2001, avec l'entrée dans l'OMC, s'inscrit dans une vaste conquête du marché mondial, à travers notamment des secteurs stratégiques comme l'industrie du luxe, avec aussi la possibilité donc d'accroître sa compétitivité. Et donc la Chine n'a cessé d'accumuler des records en termes de performance économique, en termes de croissance. Elle est devenue la cinquième, quatrième, troisième, seconde, puis première puissance économique mondiale en réalité aujourd'hui. Donc elle a, je dirais, lancé sa marche pour conquérir le monde, sans y adosser un hard power. Donc il n'y a pas effectivement de militarisme chinois en Afrique, mais le militarisme chinois au niveau du Japon, au niveau de la Corée, il est bien présent. Oui, sur toute la Méditerranée, etc. Oui. Exactement. Et donc ça aussi, ce sont, je dirais, des œillères que nous avons, nous, Africains, où nous concevons la Chine et la Russie comme des puissances non impérialistes, non colonialistes, non militaristes, parce que ce n'est pas forcément le visage qu'elles ont en Afrique, mais ça fait partie de leur ADN sur leur espace géopolitique à elles. Et donc, elles utilisent un peu l'Afrique comme leur soft power. Et de la même manière que l'Occident va utiliser d'autres pays autour de l'URSS, enfin autour de la Russie, comme du soft power. Oui. Donc on est, je dirais, dans des jeux de miroir sur lesquels il est important qu'en tant qu'Africains, nous ayons une ligne d'analyse diplomatique et politique suffisamment conséquente. Évidemment, la Chine aujourd'hui est capitaliste. Elle est capitaliste et elle est, je dirais, avide de matières premières africaines, de ressources africaines. Elle est présente sur le sol africain avec les outils du FMI, de la Banque mondiale et de l'OMC, qui sont des outils occidentaux. Elle bénéficie du franc CFA. Là aussi, ce sont des éléments qu'il faut souligner, c'est-à-dire que ce néocolonialisme monétaire français bénéficie à d'autres puissances autres que la France. C'est d'ailleurs un des éléments qui explique justement la position un peu problématique de la France, c'est-à-dire que ce système-là bénéficie à d'autres, mais c'est la France qui en paye quelque part les coûts en termes d'image. Donc, du coup, la position de la Chine est assez ambiguë. Et c'est dans ce contexte-là, justement, que la France essaie de braquer un peu le regard vers la Chine en disant « Oui, mais regardez, la Chine-Afrique, la Russe-Afrique », qui va un peu de soi, alors qu'il y a toujours ce déni vis-à-vis de la France-Afrique. Donc, c'est toujours l'idée que les Chinois vont être des colons sanguinaires, pires que les Français, ils ne vous connaissent pas, ils ne vous aiment pas, ils vont vous faire disparaître, vous allez voir ce que vous allez voir, mais que la France aurait mené une bonne colonisation. Donc, la Chine est un peu l'épouvantail, le bouc émissaire à tous les niveaux. Et puis, enfin, il y a quand même ce vaste projet des routes de la soie, qui est en train de redessiner les infrastructures du continent africain, qui repose sur des financements assez particuliers, sur la question de la banque Afreximbank, donc des partenariats privés bancaires et chinois. Donc on est vraiment sur un autre modèle en termes de stratégie de pillage et de développement que celui, je pense, du néocolonialisme classique occidental. Alors, juste pour revenir sur la Chine, il y a quand même une première base qui se pointe à Djibouti, justement. Djibouti, bien sûr, oui. Djibouti, de toute façon, tout le monde est là-bas. Donc, c'est tellement le détroit d'Abel Mandeb et tout ça est tellement important que tout le monde est là. Donc, ça, on va dire. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une espèce de, finalement, vous avez travaillé sur le Brésil, justement. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour l'Afrique de regarder aussi un petit peu du côté de l'Amérique latine? Parce que moi, je le dis parfois, je dis le Brésil a quand même été finalement, dans une certaine mesure, une espèce de miracle de progression rapidement dans la production, même dans tout ce qui est agroalimentaire, etc. Et donc, l'Afrique a des gros défis au niveau de l'alimentation et tout ça dans les années qui viennent. Pourquoi on ne voit pas une forte
solidarité, collaboration, etc., avec les pays de l'Amérique latine, d'autant plus qu'il y a quand même des liens très concrets, culturels, etc., au niveau du Brésil, mais on a parlé aussi de Cuba avec le sacrifice de sang fait en Angola, etc., donc dans la Grande Guerre civile, etc. Donc pourquoi ne pas renforcer? C'est quelque chose que je vois très peu. Quelle est votre impression là-dessus? Alors, je pense que les expériences au niveau de l'Amérique du Sud sont beaucoup plus importantes qu'on ne le croit Oui. et seraient très importantes à prendre en compte. Alors, il y a eu des tentatives de sommets, il y a eu 2 sommets Afrique, 3 sommets à ça, donc Amérique du Sud-Afrique. Voilà, vers 2006, 2009 et je crois 2013. Donc le dernier, c'était juste au moment justement du décès d'Hugo Chavez, le président vénézuélien, qui voulait justement renforcer ses liens entre l'ALBA, donc l'ensemble anti-impérialiste latino-américain, et quelques pays du continent africain, mais il avait beaucoup de difficultés à trouver des partenaires crédibles en Afrique. Voilà, donc maintenant la diplomatie la politique africaine des pays sud-américains est encore, euh, alors elle n'est pas embryonnaire, il y a du potentiel, mais on est sur des pays qui travaillent énormément leur intégration continentale. Donc la question de l'intégration latino-américaine, là je sais que Lula et Fernandez ont parlé de l'idée d'une monnaie commune entre le Brésil et l'Argentine. En même temps, vous avez un autre pays extrêmement intéressant pour nous, qui est l'Équateur, qui a adopté le dollar en l'an 2000 comme monnaie officielle, le dollar américain, qui a renoncé à sa souveraineté monétaire, qui était le sucre, avec notamment justement une politique économique et monétaire très intéressante à analyser. De l'autre côté, vous avez aussi le Chili, qui pour moi est l'un des modèles en termes de lutte, parce que le Chili est marqué par la lutte d'un peuple qu'on appelle les Mapuches, qui est un peuple autochtone et qui doit renvoyer aux luttes des peuples autochtones en Afrique. C'est-à-dire que dans les mobilisations, les contestations contre la France-Afrique, on voit beaucoup de jeunesse urbanisée, mais on ne voit pas réellement des jeunesses entre guillemets autochtones. Et lorsque les jeunesses autochtones apparaissent dans le paysage de la lutte contre la France-Afrique, c'est pour mettre en avant du tribalisme, de l'ethnisme, etc. Donc pour moi, les vraies luttes sociales qui sont menées en Afrique sont beaucoup plus menées par les groupes autochtones, mais ce ne sont pas des luttes médiatisées. Et ces groupes autochtones, ce sont eux qui luttent contre les projets des multinationales, projets gaziers, projets pétroliers, projets énergétiques, de la même manière que les Mapuches ou d'autres peuples le font au niveau de la Bolivie ou au niveau du Chili. Et dans ces deux pays-là, par exemple, il y a eu des mobilisations populaires qui ont porté au pouvoir des présidents, enfin un président, Evo Morales, issu justement de ces luttes sociales et de cette identité autochtone. Un autre élément, au niveau du Chili, il y a eu des mobilisations qui ont conduit à la décision, par exemple, de repenser la Constitution, de réécrire la Constitution. Et une Constitution très intéressante a été mise en place, a été proposée sur la pression populaire. Le peuple lui-même a refusé cette Constitution-là, parce que la question du système capitaliste et du système libéral n'a pas été suffisamment, je dirais, posée. Et on est confronté en fait à des situations où les peuples veulent défendre leurs droits de manière constitutionnelle, à partir notamment du droit autochtone, du droit endogène, vis-à-vis des appareils coloniaux, de ce qu'on appelle la colonialité économique et juridique. Et donc, ils font pression sur des gouvernements, mais on constate bien que les États qui sont liés à des accords internationaux considèrent que c'est les constitutions ou c'est le fonctionnement du pays qui doit se plier au système libéral. Et donc là, on est, je dirais, dans des affrontements très particuliers où ce sont les États, quelque part, qui se mettent en porte-à-faux vis-à-vis des populations. Et ça, on l'avait vu, par exemple, dans le cas de la lutte du peuple Ogoni contre la multinationale Shell, où l'État nigérian n'avait pas été en mesure de se positionner en faveur et en soutien d'une de ses propres communautés contre une multinationale du fait précisément de ces questions-là. Donc pour moi, il y a un vrai travail à faire sur la question du droit autochtone, du droit indigène et de ces luttes-là qui, à mon sens, sont celles qui vont réellement marquer une véritable décolonisation. Et donc en ça, l'Amérique du Sud est évidemment très intéressante à analyser et à prendre comme, alors pas comme modèle, mais en tout cas comme, Non, mais comme source d'étude.
parce que c'est très intéressant. Moi, je lisais il y a pas longtemps le Tché, et il a remarqué, il a noté ça également. C'est-à-dire qu'il a noté que en Afrique, au niveau de l'Afrique, bah, la pénétration finalement coloniale est moins ressentie chez les populations autochtones, bizarrement. Et alors qu'il il a bien précisé que c'était beaucoup plus ressenti lourdement dans la paysannerie, etc., et qui permettait du coup de mobiliser justement dans sa stratégie de guérilla, etc., de mobiliser plus facilement. Et donc, ça, c'est effectivement une piste de réflexion qui est fort intéressante. Alors, sur ce point, je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César, si je peux me permettre, puisque Che Guevara, en fait, a plagié Cabral. C'est très important de le souligner, c'est Cabral qui a fait ce travail-là, qui a Voilà. montré la question des sociétés acéphales qui avaient été moins sujettes justement à la domination coloniale parce que ce sont des sociétés sans chef. Et c'est l'analyse justement de l'organisation sociale africaine par Cabral qui a mis en place un modèle de guérilla propre à l'Afrique, qui fait Voilà. que lorsque Cabral va à La Havane, qui fait son discours, qui fait la leçon aux Cubains, eh bien, il leur explique que nous ne voulons pas importer le modèle de guérilla cubaine en Afrique parce que c'est à la tricontinentale de 65. exactement, exactement. Donc, ce qu'il faut aussi voir, c'est que les peuples sud-américains s'inspirent des luttes africaines. Voilà, on est aussi un modèle pour d'autres, et d'autres parfois arrivent à mieux faire que nous ce que nous avons du mal à faire chez nous. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui doit nous donner du courage. On n'est pas juste dans le mimétisme, donc copier les autres, chercher les autres. Les autres aussi regardent ce que nous faisons. Et si ça bouge chez nous, ça va bouger ailleurs. Parce que nous sommes quand même un continent dans lequel on arrive à faire tomber des régimes, on arrive à créer, je dirais, des brèches, des ouvertures. Et puis surtout, on est un continent qui est hostile et rétif au capitalisme tel qu'il existe. Parce que on est, entre guillemets, alors je ne vais pas dire sous-développé, mais on est sous-capitalisé, on est sous-infrastructuré. Et donc, on est très clairement le continent de l'avenir. L'avenir appartient à l'Afrique. Et donc, on a encore une fois le potentiel de changer beaucoup de choses. Et le dernier élément que nous avons, c'est évidemment la dimension démographique qui fait que nous serons au XXIe siècle les cerveaux les plus nombreux sur cette planète. Et c'est intéressant que vous parliez à nouveau de Cabral, parce que pour moi, il est malheureusement, hein, pour des questions peut-être juste linguistiques, il a été très peu popularisé en Afrique francophone de manière générale, son travail, son expérience, parce que finalement, il n'y a que, avec le Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, il n'y a que peut-être en pays lusophone où il a vraiment eu un impact fondateur avec le MPLA, avec Agostinho Neto, etc. Donc là, il a vraiment toute sa dimension dans cette zone-là. Et en Afrique, on ne le connaît que sous le rapprochement avec Sékou Touré, avec Kwame Nkrumah d'une certaine manière, mais ça c'est pour la partie anglophone. Et toute son expérience finalement, justement, de guérilla, du fait que par son métier d'agronome, il a très vite investi la nature, il a essayé de faire de l'éducation populaire de brousse, etc. Tout ça, finalement, a été, comme vous l'avez dit, hein, pas répliqué ailleurs. En Afrique, ça a plus été copié justement en Amérique latine. Donc, du coup, je me dis, pourquoi ce modèle-là n'a pas été exploité ailleurs dans d'autres pays qui pourraient peut-être trouver, peut-être de par leur taille, etc., un terrain qui est bien plus propice encore pour ce type de. Alors, je pense que Cabral avait bien compris l'importance de la géographie, hein, la dimension insulaire du Cap-Vert, la géographie particulière de la Guinée-Bissau, le positionnement du Mozambique et de l'Angola. Et le type de guérilla, le type de lutte doit être appliqué, je dirais, à l'environnement géographique. La géopolitique, ça part vraiment de la géographie. On voit où est-ce qu'on se situe et quel type de lutte on peut mener. C'est en ça qu'il avait des positions parfois un peu différentes de celles de Fanon, où le contexte algérien est différent du contexte bissau-guinéen. Ensuite, on est, je pense, effectivement dans quelqu'un qui, en termes de vision, a toujours mis en avant l'humain. Et en partant du principe qu'il n'y a pas de fatalité, puisque l'élément qui amène Cabral à devenir un révolutionnaire, c'est la question de la sécheresse.
Et ça aussi, c'est très important parce que la question de la sécheresse ou du climat, c'est aussi un élément qu'on retrouve au niveau de la problématique du Sahel que Thomas Sankara posait déjà à son époque. Mm. C'est-à-dire la Mm. manière dont les questions, je dirais, de construction de l'insécurité, du djihadisme, du terrorisme, etc., se construisent sur ces questions de non prise en compte des Mm. enjeux climatiques. D'où l'importance réelle au niveau du panafricanisme d'avoir aussi une lecture de ces enjeux-là. Il n'est Oui. pas normal dans le contexte actuel que ce soit un pays comme le Niger qui soit un Mm. peu présenté comme le porte-parole africain lors des COP où on évoque les questions climatiques, parce que le Niger, c'est aussi la base militaire française. Et derrière les questions environnementales sont des questions stratégiques, des questions de. Enfin voilà, c'est tous ces éléments-là, je pense, qui sont à mettre en avant. Ensuite, l'un des éléments de Cabral qui me semble aussi important à mettre en avant, c'est que il faut l'enseigner dans les écoles de guerre. Il faut Oui. l'enseigner dans les écoles de guerre parce qu'il a quand même mis en déroute une armée coloniale soutenue par l'OTAN. Mm. Il a quand même construit, recruté lui-même avec ses camarades les combattants qui ont libéré la Guinée-Bissau. Oui. Il a fait un travail d'éducation populaire très important. Mm. Et puis surtout, il a élaboré un certain nombre de théories et de concepts, que cela soit la question du suicide de classe. Il Mhm. explique que la bourgeoisie africaine doit renoncer à ses privilèges Oui. pour renaître avec le travailleur africain. Donc ça, c'est vraiment l'antidote du néocolonialisme. Mm. Et puis aussi évoquer la question du cancer de la trahison lors des funérailles de Nkrumah, Mm. en soulignant la division perpétuelle qu'il Oui. existe au sein des mouvements africains, Oui. qui ne nous permet pas d'avancer en toute sécurité. Donc, et puis enfin, la réappropriation de la culture à travers le fait que le colonialisme nous a fait sortir de l'histoire, et Mm. qu'aujourd'hui, il s'agit d'y retourner, de retourner dans notre histoire. Mm. Et c'est un peu ce qu'on essaye, ou en tout cas ce que j'essaye de faire dans mes travaux de vulgarisation. Excellent. Non, mais on aurait pu continuer encore longtemps, mais pour des contraintes de temps, je vais peut-être essayer de prendre quelques questions. Euh, je vais voir s'il y a quelques questions là, mais avant, peut-être un mot sur, peut-être général, hein, une remarque générale sur l'évolution. Quelles sont peut-être des pistes à envisager? Qu'est-ce qui devient urgent pour la plupart des pays face au climat actuel, entre guillemets, de lutte bloc OTAN contre la Russie, de toute cette recomposition finalement? Qu'est-ce qui serait prudent pour les pays africains? Qu'est-ce qui serait à envisager? Alors, pour moi, la question de l'Ukraine a quand même permis de reconstituer, je dirais, des lignes de fracture à l'intérieur du continent africain. On a des pays qui sont sur des positions, je dirais, de suivisme, d'autres qui sont sur une neutralité. Il y a différentes manières d'interroger cette neutralité. Et puis, il y a d'autres pays qui, je dirais, s'inscrivent dans la continuité du mouvement des non-alignés. Donc, on a en fait d'autres espaces géopolitiques qui existent, sur lesquels il est important que des pays africains, des organisations africaines, des figures africaines prennent, je dirais, le lead, parce que c'est ce qui est attendu aujourd'hui du continent africain, qu'il se positionne sur ces enjeux-là, mais par rapport à ses propres intérêts. Donc ça, c'est un premier travail. Le deuxième enjeu, je pense, c'est sans doute de repenser d'autres types de solidarité, notamment entre les peuples, parce que l'une des revendications actuelles, c'est de mettre en place une CEDEAO des peuples, une Union africaine des peuples. Donc à ce niveau-là, il y a un travail conséquent à faire pour mailler le continent. Donc c'est ce que nous faisons dans une autre organisation où la LPU est présente, qui est la dynamique unitaire panafricaine. Nous essayons aussi de passer par le biais de la diaspora, qui est l'un des enjeux des plus importants aujourd'hui, notamment en termes de recolonisation. Donc, il y a des process de recolonisation qui passent par la diaspora. Il y a également la question de l'autonomie de nos luttes qui est essentielle. Donc, au niveau de la LP, nous sommes totalement autofinancés. Nous ne prenons de l'argent de personne, mais ça nécessite d'avoir, je dirais, une diplomatie économique et politique qui soit suffisamment intelligente et pertinente et crédible, et en même temps de voir dans quelle mesure on pourrait mettre en commun des ressources et des moyens. Nous avons également besoin, je pense, d'ouvrir de nouveaux horizons par rapport à la jeunesse qui est là, la former, la spécialiser sur certains enjeux,
les enjeux miniers, les enjeux culturels, les enjeux linguistiques. Il y a tout un travail de traduction de ces concepts et de ces problématiques dans les langues locales qui est inévitable parce que tout ce panafricanisme-là se fait finalement dans les langues dites occidentales, même si les populations, sans avoir été à l'école, sont capables de comprendre ces enjeux-là, ce n'est pas tout à fait ça. Puis enfin, il y a une doctrine, je pense, à vraiment construire, parce que le panafricanisme ne peut s'enseigner que s'il arrive à un stade réellement doctrinal. Donc à un moment, il faut vraiment se poser, il faut vraiment construire un programme, il faut vraiment construire, je dirais, un chemin de fer sur lequel on peut s'appuyer. Et ce travail-là, nous n'avons pas pu le faire précédemment parce que toutes les grandes figures qui ont tenté de le faire dans l'histoire, qui ont réellement tenté de le faire, ont été éliminés, circuités, renversés, etc. Donc ça, c'est un travail, je dirais, comment dire, très important. Écrire, c'est très important. Les vidéos, les lives, tout ça, c'est bien, mais il faut vraiment écrire parce que c'est l'écriture qui permet de fixer de manière plus précise les choses et de ce qui restera de nos luttes, au final, ce ne seront que les écrits. Donc il faut vraiment écrire et diffuser ce savoir. Justement, sur l'écrit, un dernier commentaire, justement, c'est que c'est le défi, c'est-à-dire que avec la concurrence qui est devenue très accrue, justement, du live, des vidéos, qui souvent d'ailleurs ne touchent que, en général, les gens qui ont des connexions, la diaspora. C'est ça, le travail profond de l'écrit, de traces, pour que au moins ça reste finalement dans l'accumulation comme ça de savoir, et puis pour que les gens devenant acteurs en se plongeant dedans, se construisent eux-mêmes une solide compréhension de la chose et deviennent aussi acteurs du fait qu'ils vont se retourner, regarder leur société et continuer à réfléchir, donc prolonger un peu la confrontation entre l'écrit et le réel autour d'eux. Comment on peut essayer d'améliorer un petit peu ça dans l'économie de l'écrit de manière générale en Afrique, parce que j'ai souvent peur que les gens restent des intellectuels simplement de comment on popularise, comment on vulgarise au mieux via des écrits. Est-ce qu'il faut simplifier les concepts, faire des tracts plus simples, des productions qui coûtent moins cher, parce qu'il y a aussi toute cette question économique de la production de l'écrit, etc., et de la faire circuler. Est-ce que vous avez tenté quelques expériences comme ça? Qu'est-ce que vous avez comme idée là-dessus? Disons que la question de l'écrit fait partie des luttes de libération. On avait des manuels de guérilla, il en existe encore des traces et des sources aujourd'hui. Moi, je vois les cahiers de l'UPC au niveau du Cameroun, par exemple, où on voit un peu comment se faisait la formation des militants. Ce sont également, je pense, des témoignages très importants, des luttes qui ont été menées, qui parfois sont perdues. Maintenant, dans l'économie de tout ça, ben, il faut, je dirais, la penser au niveau de nos organisations, trouver des éditeurs militants, il en existe, récupérer, je dirais, aussi des outils de production. Je pense que les imprimeries ont toujours fait partie des éléments de propagande parce qu'effectivement, là où l'électricité n'arrive pas, ben, un écrit y arrive beaucoup plus aisément. Donc tous ces éléments-là, je pense qu'il faut les mettre en avant et ça renvoie, je dirais, à une autre économie de faire de la politique à une époque où malheureusement les campagnes électorales en Afrique se font à coût de millions de dollars avec des grosses voitures, des t-shirts, des sacs de riz, etc. Donc c'est effectivement un défi très important à relever, mais on ne pourra pas en faire l'économie par rapport à la qualité que nous devons offrir à nos populations. Après, c'est à des personnes de se sacrifier, de s'y mettre. Je pense qu'il faut qu'il y ait aussi une division du travail. C'est important qu'il y ait des vidéos, des audios, des lives, des podcasts, des réseaux sociaux, etc. Comme vous l'avez dit, ça touche principalement la diaspora, puis une minorité sur le continent, mais la majorité des gens n'ont pas le temps, ne sont pas dessus.
et absolument. ils sont un peu en dehors de nos luttes qui sont vues comme un peu des luttes un peu déconnectées du terrain, même s'il y a parfois des ramifications sur le terrain. Donc aussi repenser peut-être un panafricanisme de terrain ou Mm. montrer précisément aux populations comment dans le quotidien cette question-là peut résoudre réellement leur problématique. Et donc faire vraiment du panafricanisme une idéologie aboutie qui répond à toutes les questions que Mm. se posent les populations africaines sur tous les problèmes partout sur le continent et dans la diaspora. Donc ça nécessite un travail de collecte, ça nécessite de revenir à une tradition des congrès panafricains, ça Mm. nécessite d'avoir des bibliothèques panafricaines, ça nécessite d'avoir aussi des lieux de débat où on peut débattre entre nous de nos problématiques. Donc c'est tout cela qui est un peu, je dirais, sur la table aujourd'hui. Et vu toute la jeunesse qui arrive, il y Mm. aura des lecteurs. Il y aura des lecteurs. Justement, ça me pousse encore à poser une autre question. On va revenir sur la question d'Afro Samouraï rapidement, mais juste en une petite seconde. Pourquoi c'est aussi compliqué alors qu'au temps des Dubois, des Nkrumah à l'époque, les congrès panafricains dans les années 45, etc., les choses se faisaient quand même malgré tout. Et là, pourquoi aujourd'hui c'est si compliqué avec les outils et les moyens qu'on a de vraiment arriver à un niveau de structuration vraiment plus large avec un grand nombre de gens, quoi. C'est paradoxal, c'est terrible. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le mois dernier, le gouvernement du Togo a annoncé la tenue du 9e congrès panafricain. Bon, Oui. voilà. Bon, il y a un problème, il y a un problème de crédibilité, de légitimité, parce qu'il y a des congrès panafricains historiques qui se Oui. sont arrêtés au 7e congrès en 94 à Kampala, Mhm. en Ouganda. Et depuis, il y a des querelles. Donc, il y a eu plusieurs 8e congrès panafricains. Et là, au niveau du Togo, ils sont directement passés au 9e. Je crois qu'en RDC, il y avait eu aussi un projet de 9e congrès panafricain. Donc, il y a un problème, je dirais, de légitimité, de crédibilité et Mhm. vraiment d'usurpation du panafricanisme autour de cette tradition des congrès. Nous, au niveau de la Ligue panafricaine Umoja, nous pensons qu'il faut repartir sur autre chose, un congrès de la Renaissance panafricaine, le COREPA, pour sortir un peu de cette querelle historique. D'accord. Ensuite, il y a, je dirais, de la part des gouvernements africains, une volonté évidemment de s'accaparer les retombées, je dirais, populaires ou successful du panafricanisme, Mhm. aussi bien, je dirais, en mouillant des figures plus ou moins contestataires, plus ou moins visibles dans, je dirais, des opérations de communication. Donc là aussi, on est, je dirais, dans des agendas qui sont assez différents et qui montrent qu'il y aura une nécessité de relancer, je dirais, un panafricanisme de combat, Mhm. un panafricanisme, je ne vais pas dire authentique, mais en tout cas vraiment ancré dans des valeurs d'intégrité, ce qui est assez difficile dans le monde actuel, parce que cette intégrité-là n'est pas forcément compatible avec le fait de briller. Voilà, dans la division du travail, les intellectuels qui travaillent sur la question du panafricanisme ne peuvent pas forcément se permettre les mêmes discours que les politiques qui utilisent le panafricanisme ou que les activistes qui parlent du panafricanisme, parce que les niveaux de crédibilité ne sont pas les mêmes. Les Mhm. politiques, les hommes politiciens, ils ont l'habitude de mentir. Donc, ils peuvent raconter tout et n'importe quoi sur le panafricanisme, se dire panafricanistes quand ils sont en danger ou pour braquer sur la France. Personne ne leur en voudra parce que c'est leur boulot de mentir. Mhm. Les activistes, ils sont là, je dirais, pour réveiller la foule, réveiller les masses. Donc, pareil, ils peuvent dire des choses, etc. Bon, c'est un peu leur boulot. Mais un intellectuel qui dit une bêtise, tout de suite, il perd sa crédibilité et on va penser qu'il ne dit que des bêtises. Donc, on n'a pas le même degré de rigueur et d'exigence. Et dans tout ce que nous faisons, surtout lorsque nous nous revendiquons de Cheikh Anta Diop, qui était quand même un grand scientifique et un grand homme politique, bah, il faut qu'il y ait cette rigueur, il faut qu'il y ait cette excellence. Je pense que nous le devons à nos ancêtres, nous le devons aux générations qui réclament de nous cette excellence, et c'est ce travail-là que nous avons à faire et que nous avons à lever au niveau, je dirais, politique pour mettre le panafricanisme au pouvoir. Ok. Un commentaire sur Afro Samouraï qui s'inquiète sur le retour des juntes militaires en Afrique de l'Ouest. Alors, est-ce que ce retour-là m'inquiète? Pas spécialement, parce qu'en fait, on est sur des situations où l'armée fait partie du paysage politique.
Les forces armées ont toujours eu un rôle, une place dans la vie politique. Ce sont généralement les structures les mieux organisées. Alors, ça dépend parce que ce sont souvent les forces spéciales. Donc là aussi, ce sont des coups d'État menés par des forces spéciales. C'est pas forcément l'armée classique. Et ce sont aussi des militaires qui sont d'une autre génération, qui, Oui. pour certains, sont très hautement formés, qui Mm. sont formés aussi sur des problématiques qui ne se limitent pas aux questions militaires et stratégiques. Donc, j'aurais tendance à dire qu'on est aussi sur des ambivalences, des militaires civils et des civils militaires, des régimes militaro-civils, qui ne doivent pas nous faire oublier que nous avons aujourd'hui en Afrique un certain nombre de dirigeants qui sont des civils, mais qui à la base étaient des militaires. Oui. Oui. Voilà, donc là aussi, si on pointe le dit retour des juntes militaires en Afrique de l'Ouest, on ne doit pas non plus oublier tous ceux qui ont pris le pouvoir par la force et qui ont fait effacer de la mémoire le fait que leur prise de pouvoir a été illégitime et qui se sont, je dirais, régularisés par la suite avec l'accord bienveillant de la France, puisque la France régularise les putschistes qui l'intéressent et discrédite les putschistes qui ne l'intéressent pas. Très bien. Alors, autre question de Esprit Noir qui demande est-ce que c'est la seule option, le panafricanisme pour le développement? Alors, lui, c'est pour le développement. Alors, pour le développement, c'est une stratégie. Le panafricanisme est une stratégie de développement pour l'Afrique. C'est-à-dire que si on veut développer le continent, il faut qu'on ait une stratégie au minimum continentale. Et la seule option qui pense cette dimension continentale, c'est le panafricanisme parce que elle tient compte des différents intérêts des différentes régions et parties du continent africain et de leur potentiel et de leur mise en connexion, en interconnexion des différents potentiels africains. Maintenant, on peut tout à fait avoir d'autres options qui vont reposer sur quelques pays qui vont porter, je dirais, le développement du reste du continent africain et qui vont, je dirais, servir de locomotive. Donc, il y a plusieurs, je dirais, options, mais la plus ambitieuse, la plus logique, la plus pertinente s'inscrit très clairement dans le panafricanisme. Après, il y a le versant, je dirais, libéral ou néolibéral du panafricanisme, qui est un peu en contradiction avec la dimension historique du panafricanisme. C'est-à-dire que aujourd'hui, le continent africain est dans une logique néolibérale qui fait que beaucoup de gens confondent le panafricanisme avec le néolibéralisme à l'échelle continentale. Et c'est ce qui amène parfois dans des discours certaines personnes à dire que, je sais pas, que Paul Kagame serait un panafricaniste, alors que c'est quelqu'un qui est fondamentalement dans le modèle néolibéral. Il y a aussi, je dirais, des approches très, comment dire, très problématiques où lorsque un chef d'État fait quelque chose de normal dans son pays, on va tout de suite dire c'est un panafricain. Alors qu'en réalité, la question du développement, comment dire, n'est pas spécifiquement liée à la question du panafricanisme. Il ne faut pas qu'on attende d'avoir les États-Unis d'Afrique pour développer nos territoires. Il ne faut pas qu'on attende que le panafricanisme soit au pouvoir pour développer nos territoires. Donc, je dirais que ce sont que c'est une option, c'est une direction, c'est un horizon, mais c'est aussi une méthodologie pour avancer de manière plus harmonieuse sur une ligne de développement endogène. Très bien. Moi qui demandais ce que c'est l'Union des peuples camerounais. Alors, l'Union des populations du Cameroun, c'est un parti politique créé en 1948 avec Ruben Omiobé au Cameroun. Donc, le Cameroun n'a jamais été une colonie française, hein, c'était un protectorat, enfin, c'était un territoire sous tutelle, pardon. Et l'Union des populations du Cameroun a milité et combattu, donc mené une guerre contre la France pour obtenir son indépendance et la réunification du Cameroun. Et la France a décimé ce mouvement. Il y a une guerre de génocide avec le napalm. Et ce mouvement-là a été ensuite traqué, interdit. Tous ses chefs ont été combattus, emprisonnés, exécutés. Donc le dernier était Ernest Ouandié, qui a été exécuté en faisant sortir les élèves des écoles pour montrer l'exemple. Donc l'UPC est un grand mouvement qui a une grande histoire puisque dans les années 50, c'est l'UPC qui a fait que la police française considérait que les Camerounais étaient les plus francophobes. Donc il y a dans l'histoire un accent particulier sur le Cameroun
comme étant le pays le plus hostile, le plus problématique à la France-Afrique, et c'est lié à la question de l'UPC d'une certaine manière. Ensuite, l'UPC a formé énormément de cadres, avait un modèle d'organisation qui me semble le plus intéressant à développer et à étudier aujourd'hui. Oui. Et lorsque l'UPC a été interdit, eh bien, le pouvoir camerounais a créé des UPC fantoches pour diviser, discréditer le mouvement. Et donc, il existe encore aujourd'hui une UPC historique, l'UPC Manidem, qui défend vraiment une ligne anti-impérialiste, anti-collaborationniste. Et voilà, donc je vous invite vraiment à vous renseigner sur l'histoire de l'UPC. Vous avez le gros livre Cameroun Oui. avec Domergue, Deltour et Sitsa, et évidemment Mongo Betty, évidemment. Voilà, là-dessus. Donc, il y a Cameroun et puis ce petit livre de Mongo Betty qui peuvent t'aider là. Et ce qui est important, c'est que l'UPC avait des antennes dans tout le continent, en Égypte, en Algérie, en Tunisie, au Ghana, en Guinée, en Angola. Et donc, il y a une structuration panafricaine qui est très importante. Il y avait pas mal de Camerounais, de Camerounais qui étaient médecins, des leaders des mouvements de libération. Voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Plutôt que d'aller faire les médecins dans les déserts français, eh bien, ils étaient auprès des chefs des mouvements de libération. Il y a l'épisode aussi de Félix Moumier qui a été empoisonné à Genève et qui est mort là-bas avec une double dose, avec au départ une seule dose pour qu'on le fasse mourir à Conakry, pour que ce soit Sékou Touré qui soit accusé de l'avoir tué. Donc il y a vraiment une histoire passionnante de l'UPC que je vous recommande. Alors, pour peut-être après vous libérer, il y a Richard Fort qui dit, s'il vous plaît, parlez-nous, alors un peu, c'est peut-être une petite, un peu plus de de l'adhésion à la LPU. Voilà. La Ligue panafricaine Umoja, donc nous sommes une organisation internationale donc présente dans plusieurs territoires, dont la diaspora est sur le continent, dont certains lieux en partis politiques, dont d'autres en associations. Et vous pouvez nous rejoindre en remplissant une fiche d'adhésion qui est sur notre site internet lp-du-milieu umoja.com ou nous contactant sur les réseaux sociaux. Alors après, il y a un processus d'adhésion. C'est-à-dire qu'on n'est pas une organisation où vous adhérez juste en cliquant. Donc il y a un suivi, il y a une procédure après. Il y a des personnes qu'on a déjà recalées, voilà, parce que c'est important de le dire. Il y a des personnes qui n'ont pas vocation à être dans des organisations panafricaines ou qui ne sont pas, je dirais, en phase avec le travail que nous faisons, parce que nous voulons vraiment mettre de la qualité. Voilà, donc c'est… Le lien est partagé, ça vous donne accès au site. Après, vous pouvez par la suite suivre le processus, à mon avis, comme… Exactement. Puis après, il y a différents groupes de travail en interne et différentes sections qui sont présentes pour mener un certain nombre d'activités à l'année. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir vous libérer, hein, même si l'échange aurait pu encore continuer un peu plus. Mais je conseille donc à tout le monde, évidemment, pour approfondir ça, parce qu'on n'a fait qu'une petite introduction lors de cet échange, bien évidemment. Vous voyez, donc là, ça vous permet d'avoir vraiment tout le parcours, au moins les grandes périodes, et vous allez voir que c'est très bien découpé en plus parce que vous avez plusieurs phases qui vous permet comme ça de revenir dessus et de vraiment comprendre les différentes phases de l'aventure de l'Empire qui ne veut pas mourir. Et puis ce classique Africa Unite qui va vous permettre une fois pour toutes d'avoir et de saisir vraiment toute l'histoire du panafricanisme dont on parlait. Vous avez évoqué l'UPC, etc. Tout ça, vous avez vraiment tout le parcours là-dessus ici qui vous permet en un seul bloc d'avoir une culture générale qui vous permettrait peut-être de réussir votre examen, d'accéder à la Ligue panafricaine Umoja. Voilà. Donc, merci beaucoup encore, le Dr Hamzat. C'est un plaisir. Et puis, à l'occasion, s'il y a possibilité, on va peut-être poursuivre l'échange sur encore d'autres aspects qu'on n'a pas abordés ce soir. Voilà. Merci à vous, merci à vous. Alors, juste pour information, on prépare la version poche du livre L'Empire qui ne veut pas mourir.
Alors, ce serait une version, c'est assez compliqué hein, parce que bon, le milieu de l'édition, c'est Bolloré. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un livre qui a suscité pas j'imagine. mal de difficultés à certains niveaux. Donc voilà, bon, comme vous le voyez, sur les questions africaines, ce sont parfois plus les intellectuels, les journalistes qui disparaissent assez rapidement. Donc c'est quelque chose qui est particulier. Donc on prépare la version poche, dans laquelle on ne pourra malheureusement pas garder des chapitres des contributeurs. Donc ce sera les grandes introductions Mhm. qui seront préservés, mais on espère prochainement trouver la possibilité de l'éditer aussi sur le continent pour qu'il soit disponible à ce niveau-là. Donc il y a vraiment un militantisme éditorial qui est important. Voilà, donc l'autre livre publié chez La Découverte, donc c'est les anciennes éditions Maspero, donc c'est des éditions nées pendant la guerre d'Algérie, Mhm. euh, voilà, dont aussi Bolloré a fait en partie main basse. Donc, il y a vraiment une guerre pour publier les choses. Et tout à l'heure, vous avez montré le livre de Mongo Betty. Oui. C'est important de rappeler que ce livre-là aussi a été interdit, censuré, combattu. Donc, lorsqu'on écrit, vraiment, soutenez nos ouvrages, partagez-les sur les réseaux sociaux, etc., parce qu'on est quand même confronté à des censures ou des combats très particuliers. Donc, pour l'Empire qui ne veut pas mourir, on a des bons avocats, on n'a pas mis de source parce que on sait qu'on peut être attaqué sur pas mal de choses et on a gardé pas mal de munitions en réserve. Ouais. Très bien, très bien. Bah, merci beaucoup. Allez-y soutenir donc sur la page Ligue panafricaine Umoja pour découvrir plus en avant le travail qui est fait. Soutenez, achetez le livre effectivement pour vous éduquer parce que, comme disait Lénine et bien d'autres, sans théorie, sans vraiment structurer son esprit, il va être très difficile de comprendre les enjeux vraiment pointus. Hein. Donc voilà, formez-vous. Merci au docteur Hamzat et puis on espère. Gardez-vous de science jusqu'aux dents. Merci, voilà, c'est ça. Comme disait Cheikh Anta Diop. Donc Absolument. allez, formez-vous. Merci bien et à la prochaine. Merci, au revoir. Au revoir.